Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel, animation festive. Heureux de vous retrouver sur ce deuxième dimanche de l'année 2017 après l'exploit de la semaine dernière et je tiens personnellement et l'ensemble de l'équipe de l'émission Arc-en-ciel à remercier l'ensemble des personnes et des institutions qui nous ont félicités par rapport à la franchise et la transparence dans notre dernière émission, considérée une émission exceptionnelle dédiée aux problématiques CCME. L'émission Arc-en-ciel, le direct sur Radio Pluriel, Radio de la Tolérance et de la Diversité, une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc, mais aussi à la promotion aussi des compétences et des émeraudes de tous bords, partout dans le monde et notamment ici en France, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'actualité parfois nous oblige à être à jour et en même temps informés d'une manière pragmatique et sereine sur l'actualité. Le temps de rentrer en contact avec notre chroniqueur reconnu, Abdelatif Al-Fakkak, on vous laisse avec cette très très belle chanson qui date d'un certain temps et qui a tout un sens. Mesdames et messieurs, de retour à l'antenne et cette fois-ci, nous sommes en direct avec notre professeur Abdelatif Al-Fakkak qui va nous présenter ce jour un rétrospectif de l'actualité internationale et notamment celle qui est en relation avec le Royaume du Maroc. Fakkak, marhaban. Merci, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, la chronique numéro 5 pour Radio Pluriel et l'ensemble des éditeurs. Ça sera le bilan international de l'année 2016, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le faire la semaine dernière. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour l'année 2017 pour l'ensemble des auditeurs, auditrices de Radio Pluriel de Lyon-Paris. Mes souhaits aussi s'adressent non seulement aux RME de la première génération qui furent et sont encore les ambassadeurs de leur pays d'origine dans leur propre pays d'accueil, mais aussi la deuxième, troisième, quatrième, voire cinquième génération des MDM, les Marocains du monde, qui sont nés dans des continents d'accueil, Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, et sont considérés aujourd'hui comme des coopérants binationaux de haut niveau scolaire et universitaire. Ces coopérants internationaux sont en mesure aujourd'hui d'apporter une vision de la culture démocratique au Maroc, une expertise professionnelle pour le Maroc, voire une expérience politique et syndicale pour leur pays d'origine. Sinon, ils travaillent pour leurs enfants si les droits, les devoirs, voire les obligations constitutionnelles du Maroc sont exaucés pour 2017, à la fois pour que les RME et leurs enfants soient
peuvent être élus et être éligibles comme des nouveaux leaders pour le Maroc de demain. Eh bien, ce sont ces souhaits. Sinon, les rêves pour 2017, comme disait le pasteur Luther King, pour l'égalité des chances et l'égalité des droits aux États-Unis en 1963, et qui est devenu une réalité, et il disait qu'il rêve qu'un jour il y ait l'égalité et que le noir et le blanc puissent être assis sur le même banc d'école. Et bien, en attendant cette chronique numéro 5, elle sollicite, pour employer une expression métaphorique, un embarquement immédiat du vol l'année 2017. Le bagage et les soutes à emporter, ça sera le bilan de 2016. La durée du vol de cette chronique, c'est 20 minutes. Mes souhaits pour les éditeurs de Radio Pluriel. Santé, prospérité, pour l'escale, joie, patriotisme économique et diplomatie pour les deux pays d'origine et d'accueil, considéré un peu indifficile de faire le choix entre le papa et la maman. Ambition garantie également pour 2017, paix et patience, et musique de fond garantie avec la Radio Pluriel. C'est la culture soft et hard pour la promotion du Royaume du Maroc. Attachez vos ceintures, la chronique numéro 5 va décoller dans l'immédiat. Eh bien, tout bilan international sur la géopolitique mondiale est forcément partiel, provisoire, non exhaustif, tenant compte des 20 minutes. Le monde qui a été traversé de 2016, non seulement par des catastrophes de l'environnement naturel et social, mais aussi il a été traversé par 4 points marquants de l'histoire en termes politiques, économiques et sociaux, environnement, géostratégique, technologique et scientifique, qu'il va falloir retenir pour le bilan 2016. Donc 4 points, le monde politique et géostratégique des USA et la Russie, les deux acteurs internationaux qui font la pluie et le beau temps. 2, le monde géostratégique de l'Union européenne. 3, le monde géopolitique du Moyen-Orient et Daesh. Et 4, le monde géopolitique du monde africain. Et bien, ces 4 points qui vont faire l'objet de ce bilan international 2016. Il y a, premier point, ce qu'il faudrait retenir au niveau de premier point qui est le monde géopolitique des USA et la Russie. Ce qu'il faut retenir de 2016, ce sont d'abord des élections en fin d'année d'El Donald Trump, alors que le monde entier, durant la COP 22 de Marrakech, attendait Hillary Clinton. Vainqueur selon les sondages officiels des États-Unis, comme disait un humoriste anglais, en cette fin d'année 2016, des statistiques aux États-Unis, c'est un peu comme une mini-jeep qui casse l'essentiel. Autre démenti de l'histoire que l'on peut retenir, ce sont les grands acteurs institutionnels, les États-Unis et la Russie sur la scène politique internationale. Le président Barack Obama a fait 2 mandats aux USA, mais il a lamentablement échoué sur 3 problématiques. D'abord, la question raciale des États-Unis, le port d'armes aux USA et surtout la promesse faite aux Palestiniens pour avoir, durant son mandat, la création d'un État vivant à côté d'un État théologique d'Israël, sinon la création d'un seul État démocratique, mais qui inclut l'ensemble des citoyens musulmans juifs, mais avec un État non pas théologique, judaïque et racial. Au niveau de l'Afrique, elle s'attendait beaucoup du président Obama. L'énergie et le développement, c'est un échec diplomatique flagrant d'Obama, car les peuples africains restent déçus de la démocratie, des droits de l'homme et surtout de l'alternance. Au niveau international, la question syrienne est un échec aussi, mais au profit de la puissance de frappe de la Russie, sans aide des États-Unis ni de l'Europe, qui viennent de prendre le contrôle des opérations militaires en Syrie, contre à la fois Daesh, contre l'opposition de la Syrie, avec l'émergence d'un nouvel acteur, c'est Poutine, qui montre ses muscles aux USA, ses dons aux Européens, devient le maître du jeu et des enjeux stratégiques du Moyen-Orient, et on pensait que la Syrie, il y avait une révolution interne pour le changement du régime dictatorial et sanguinaire de Assad, à l'image du pays à la merci victime politique du printemps arabe,
comme la Tunisie, la Libye, l'Égypte, les Yémen et les soubresauts en Algérie, la Jordanie et les pays du Golfe, mais on s'est trompé d'analyse. L'analyse de la Syrie, c'est une guerre civile interne, mais avec une explosion interne et une explosion de l'extérieur révolutionnaire du peuple syrien. Au niveau de l'Irak, président Obama, qui a remplacé les chiites par les sunnites de l'Irak, sans résoudre la question de l'existence de Daesh à majorité sunnite, a participé aussi à l'accord nucléaire avec l'Iran, devenu un acteur majeur fréquentable sur la scène internationale, opposition frontale avec la Russie de Poutine et la constitution d'un pivot asiatique visant à contenir et à retenir la Chine a été un échec. Y a-t-il une nouvelle guerre froide qui se dessine en filigrane? Ce que le professeur Francis Fukuyama, qui est un professeur de Harvard, appelait dans ses livres la fin de l'histoire et qui affirme que la fin de la guerre froide masque une victoire idéologique de la démocratie sûre et du libéralisme. C'est le concept de la démocratie libérale sur les autres idéologies politiques telles que le socialisme, le communisme, voire les dictatures totalitaires à leaders éclairés. Au niveau de l'actualité récente entre les États-Unis et la Russie, il y a eu aussi l'expulsion des 35 diplomates russes par Washington, considérés comme des espions de la cyberinformatique ou criminalité, et cyberattaques du Pentagone qui ont favorisé en publiant le courrier non classifié de lorsque Hillary Clinton était secrétaire d'État aux Affaires étrangères, brouillant le message de la candidature du démocrate Hillary Clinton à l'élection présidentielle américaine. Les 35 diplomates sont aujourd'hui considérés par l'administration Obama comme des personnes non grata aux USA et accusés d'ingérence de la part de Poutine. Il n'y a pas eu de réponse réciproque politique du berger à la bergère. Du côté russe, la joute oratoire avec les agences de presse continue. Le président Obama pratique la politique de la terre brûlée. En fin de son mandat de 2016, le président Poutine a sévèrement critiqué les sanctions annoncées par Obama à l'encontre des services de renseignement russes. Entendre parler des États-Unis d'indifférence a été assez cocasse, dit-il. La piraterie informatique et les ingérences sont les spécialités des États-Unis, évoquant les écoutes de plusieurs présidents français par la NCA qui ont écouté les responsables français, les 3 présidents de la République, la chancelière Merkel en Allemagne, selon Wikileaks. L'impression d'un retour d'une guerre froide entre Américains et Russes. Du côté des USA, Obama n'a pas su mener sa politique d'endiguement de la Russie, même quand celle-ci a annexé la Crimée et l'Ukraine, devient un bastion, sinon une satellite russe. Moralité de l'histoire, pour les USA, la sanction de Barack Obama sont d'une efficacité légendaire contre Poutine. Par contre, en Europe, Obama a privilégié l'axe Berlin-Washington en essayant d'imposer son diktat au niveau des négociations commerciales pour plus de libéralisme. Et avec Israël, les tensions ont été très vives, politique de la colonisation des territoires occupés mais dénoncés par Washington, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Avant de passer donc au monde de l'Europe, il faut retenir que l'Amérique latine, il y a eu le décès de Fidel Castro à Cuba en 2016, le dernier géant des acteurs de l'histoire d'un côté, et de l'autre côté retenir aussi la destitution par le Parlement majoritaire d'Dilma Rousseff, qui était la présidente dans son second mandat au Brésil. De même, à retenir non seulement une accusation et une mise en examen de Cristina Kirchner, ancienne présidente de l'Argentine, mais aussi une déflagration sur le marché à Mexico dû à un feu d'artifice avec 33 morts. Faut-il rappeler que le fameux accord historique entre la Colombie et le FARC, la milice marxiste, et le gouvernement sous l'égide du président Juan Manuel Santos et le commandant du chef de la guérilla marxiste, Rodrigo Londoño, qui mettent ainsi un terme à 52 ans de conflit interne, armé.
c'est un véritable État dans l'État, au même titre que la Gambie dans les territoires du Sénégal. Ce qui fait dire d'ailleurs aux poètes sénégalais, la Gambie anglophone est coincée comme une banane entre les dents du Sénégal francophone, a écrit l'historien et poète burkinabé Joseph Kizerbo, et on reviendra sur la problématique africaine avec la puissance de frappe diplomatique du Maroc en 2016 au profit d'un monde géopolitique de l'UA que l'on va examiner dans ce chapitre 2. C'est le monde géopolitique de l'Union européenne, terre d'accueil des immigrants syriens. Ce qu'il faudrait retenir donc pour l'histoire, c'est d'abord le Brexit avec la sortie de la Grande-Bretagne et l'Union européenne suivie de la démission spectaculaire en démocratie du Premier ministre Cameron. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les mouvements migratoires de la guerre en Syrie, de l'Irak, du Pakistan, en dehors des réfugiés politiques et des réfugiés économiques, des réfugiés aujourd'hui climatiques, ce fut un véritable débat de société pour les nouveaux réfugiés de la guerre. En Allemagne, plus d'1 million de réfugiés ont été reçus. L'Italie reste la porte d'entrée des immigrants venant du Moyen-Orient et d'Afrique. Résultat de l'Europe politique, montée du populisme en Europe centrale et l'Europe du Nord, volonté des États de revoir leur politique migratoire en 2016. C'est une année des mouvements migratoires climatiques et réfugiés et de guerre, et le nombre de personnes déplacées est de l'ordre, selon la Banque mondiale, le FMI et surtout celle de la démographie, c'est entre 60 et 65 millions, 300 de déplacements en 12 mois. Plus de 21 millions de réfugiés de guerre, à l'exception de l'Afrique subsaharienne. Les réfugiés vivent pour la plupart dans des villes et ils espèrent pouvoir vivre en sécurité avec un meilleur accès aux services essentiels et trouver des débouchés professionnels. La source a été du HCR. En Europe, la principale crise a été la question de l'Ukraine. La Russie n'a pas voulu perdre au profit de l'Ouest ce bastion de l'ex-URSS, a récupéré la Crimée et a aidé politiquement et militairement les rebelles de l'Est de l'Ukraine qui veulent créer une république indépendante malgré les sanctions imposées par les États-Unis et l'Europe occidentale. Le président Poutine persiste et signe dans ses positions, ce qui risque de réallumer le spectre de la guerre froide. Un autre souci pour l'Union européenne a été la dissolution du Parlement grec le 31 décembre vers 2014, mais c'était l'annonce des élections législatives du 25 janvier 2015 au pouvoir de la gauche Syriza, sans sortir de la zone euro. Dans l'actualité brûlante et spectaculaire de ce 23 décembre 2016, c'est Berlin. C'est l'enquête de cet attentat avec un camion remorque qui tue ou tuant les piétons en foule dans des marchés et des foires en fin d'année 2016. En Europe, permet aujourd'hui d'en savoir davantage sur ce terroriste tunisien, Anis Emri. Ce dernier serait entré en Europe par l'île de Lampedusa en 2010. Sa radicalisation aurait eu lieu dans des séjours de présidents italiennes et allemandes pour des forfaits de petite délinquance. En France, ce qu'il faut retenir pour l'histoire de 2016, c'est une année meurtrière sur les attentats qui ont démarré en 2015. 2015 au Bataclan, Stade de France, le camion fou de Nice, en tuant des piétons victimes de cette radicalisation. La France continue d'être le bouclier, je dirais, du terrorisme au niveau de l'Europe, dans l'endiguement du terrorisme aussi de l'Afrique. Et dans l'histoire, Hollande, le président Hollande, restera le président du chômage, le président des gaffes protocolaires, voire l'étalage de sa vie privée avec une moto, un casque pour aller voir donc sa seconde maîtresse. La cerise sur le gâteau, c'est le refus du président Hollande de se représenter en 2017 en raison de la gauche divisée pour ses primaires avec 7 candidats. Cependant, le monde géopolitique du Moyen-Orient a dominé le Moyen-Orient et l'actualité 2016, c'est le chapitre 3. Le monde géopolitique du Moyen-Orient et de Daesh. Échec et succès de l'État islamique, dit Daesh au Moyen-Orient, éclatement de la Syrie entre les opposants, les occupants de Daesh, victoire de
Bachar el-Assad, grâce à Poutine, l'Iran et le Hezbollah libanais, et en Turquie, volonté du président Erdogan de régner en maître après l'échec du coup d'État, emprisonnement des hommes d'affaires, des responsables politiques, des journalistes et des citoyens ordinaires. Au Liban et en Turquie sont les deux pays qui reçoivent le plus de déplacés du Moyen-Orient, d'Israël, et un observateur attentif. Israël est un observateur attentif car l'affaiblissement des États arabes à cause de leurs conflits internes lui donne une force et une position de force diplomatique et même militaire. Et elle déplace les conflits ailleurs. Cependant, en Syrie, le régime de Bachar al-Assad a annoncé avoir pris le contrôle de la totalité de la ville d'Alep suite à l'évacuation des derniers convois de rebelles et des civils aux dernières semaines de décembre. L'année 2016, ce qui est resté du Moyen-Orient, est une région de tension et a fait non seulement l'horrible actualité de plusieurs crises politiques, économiques et des crises humanitaires, de guerre avec l'État islamique SDF, un État Daesh, mais aussi a affecté les alliances internationales par la géostratégie des pays au niveau du choix de soutenir ou pas la Syrie de Bachar al-Assad. La Syrie est aujourd'hui, après 6 années de guerre civile, avec 300 000 ou 350 000 morts, un pays qui est totalement détruit par la guerre, par la milice interposée entre opposants des régimes, les kamikazes, les Daesh, les pro-russes, les pro-européens, les pro-américains, les pro-turcs, les pro-iraniens, les pro-Hezbollah, auxquels faut-il ajouter une guerre civile et religieuse sectaire entre les sunnites et les chiites. Plus donc de 3 millions de réfugiés vivant dans des conditions de camps abominables de réfugiés de guerre et plus d'1,5 million prennent le risque à pied dans le froid en traversant les montagnes avec des femmes et des hommes âgés et surtout les petits-enfants en très bas âge et de faire une immigration forcée de guerre à travers l'Europe pour aller s'installer en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique et d'autres pays scandinaves, bref, en Europe. Il n'y a pas eu, ce qu'il faut retenir aussi, il n'y a pas eu de solidarité du monde musulman, arabo-musulman. C'est un point très important que 2016 retiendra. Le régime de Bachar al-Assad s'est forcé, en raison de la menace islamique portée par le mouvement Daesh, qui veut créer un califat en Irak et en Syrie. L'alliance militaire dirigée par les États-Unis contre le pseudo-État islamique n'a pas réussi à ce jour à endiguer ce fléau très important, à éradiquer ce fléau de la théologie politique d'une part. D'autre part, le conflit israélo-palestinien est dans l'impasse totale en raison de l'intransigeance d'Israël, soutenu inconditionnellement et inconsidérément par les États-Unis, sauf ce que 2016 retiendra le dernier Conseil de sécurité de l'ONU qui a eu lieu à New York en décembre 2016 où Barack Obama vient de lâcher Israël par l'absence d'un veto des États-Unis au Conseil de sécurité. Or, en fin d'année 2015, il y a eu la même proposition qui a été présentée par la Jordanie dans le Conseil de sécurité, qui aurait pu être une amorce de solution, mais elle a été rejetée malheureusement par les Américains. 2015 n'est pas 2016 aujourd'hui, avec Obama en fin de mandat présidentiel des USA au profit de Trump. Or, le gouvernement israélien de Netanyahou continue la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est depuis tout le temps, rendant de plus en plus difficile la solution à 2 États et le cadre de devoir avec des obligations réciproques du bon voisinage en Palestine, en partageant éventuellement Jérusalem Est et Ouest. L'Égypte, après le coup d'État militaire, l'élection du président de la République, le général Sisi, qui est devenu entre-temps maréchal, connaît une situation instable depuis 2016 du fait de la volonté du gouvernement actuel d'éradiquer le mouvement des frères musulmans après avoir destitué le président élu, Mohamed Morsi, en 2014. Quant à l'Iran, enfin, le problème du nucléaire a été réglé, avec cependant un certain rapprochement initié par le président modéré Hassan Rouhani entre l'Europe, les États-Unis, l'Iran, notamment dans la lutte contre Daesh, et enfin les pays du Golfe, outre leur dimension interne, ont vu en fin d'année le pétrole chuter
avec de la moitié du marché au niveau mondial entre 2015 et 2016. Reste le dernier point, c'est le monde géopolitique du monde africain. L'accord mondial sur le changement climatique de la COP22 négocié à Paris en 2015 a été ratifié par 117 États des 174 pays signataires. Cependant, la véritable vedette de 2016 dans la géostratégie au niveau de l'Afrique était incontestablement le roi du Maroc, Mohamed VI, et le royaume du Maroc. Le roi du Maroc donc a eu une vision de prendre en charge l'organisation de la COP22 à Marrakech en novembre 2016 et qui a conduit ainsi une intensification des engagements en faveur de la lutte contre à la fois le changement climatique qui est une chose et le réchauffement climatique qui en est une autre. Et l'un des principaux objectifs de l'accord porte sur les nouvelles sociétés de transition énergétique dont on avait fait donc une chronique dans Radio Pluriel. Je crois que c'est la numéro 3. Et donc les pays du pays de développement, les PVD, la baisse du coût des énergies renouvelables s'accompagne d'une forte hausse de la demande et au mois de mai, un appel d'offres de la demande pour le développement des grandes centrales photovoltaïques en Zambie ont été remportés par des projets proposant donc à 6 centimes le kilowattheure, produit même à 4,7% sur les 20 ans, soit le plus bas tarif mondial de l'énergie solaire jamais vu en Afrique avec les appels d'offres d'appel précédant les Émirats arabes, le Mexique qui étaient soldés, respectivement avec un tarif non seulement de 3 à 4 centimes selon le RNE 21, les énergies renouvelables sont de plus en plus compétitives du point de vue des coûts et désormais considérées comme une source d'énergie ordinaire, mais le coût d'achat au Maroc est à 1,20 de l'énergie voltaïque selon l'ONE, l'Office national de l'électricité au Maroc. L'énergie solaire n'a jamais été aussi abordable pour les pays africains. L'Afrique a donc été également le théâtre de plusieurs crises majeures. Au nord, la Libye s'est enfoncée dans une guerre civile atroce. Les diverses milices s'affrontent pour prendre le pouvoir et mettre la main sur la richesse du pays en 2015. En 2016, les différentes oppositions ont toujours trouvé une solution donc au Maroc grâce à la diplomatie marocaine. L'Afrique subsaharienne a connu des crises également politiques en Mali, en République de l'Afrique centrale, le Burkina Faso et éventuellement le problème qui était de Ebola avec 7200 victimes qui a ravaché les 3 pays que vous connaissez, c'est le Libéria, la Guinée et la Sierra. Faut-il ajouter aussi le Zika dont on n'en parlera pas, le Zika au niveau de la maladie tropicale. Toujours est-il qu'en Afrique, au début 2016, les grands terroristes islamiques ont continué les méfaits tant au niveau du Nigeria avec Boko Haram et dans le Sahel, et où ils revendiquent l'AQMI et la Ansar ou Daesh, et en Asie, enfin, un climat de tension a perduré entre le Pakistan et la Chine et ses voisins, tandis que le régime dictatorial de la Corée du Nord continue de fuir en avant, menaçant ces pays de la Corée du Sud et le monde éventuellement avec des attaques nucléaires. Dans ce bilan sombre de 2016, 2 points positifs ont marqué l'année. 1. La confirmation des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba, la consolidation de Béji Qaïd Sebsi à la présidence de la République tunisienne, qui, effervescente encore, avec la mise en place à la fois d'une démocratie laïque, avec un État laïque dans un pays arabe, et a mis à 4 années de troubles sociaux et d'incertitudes politiques dans ce pays, la Tunisie, que nous aimons beaucoup, avec le changement d'un second gouvernement avec un Premier ministre extrêmement jeune, de l'ordre de 39-40 ans. En définitive, il est impossible de prévoir ce qui va se passer en 2017 dans les relations internationales. Mais la géostratégie politique nous permet d'émettre des souhaits pour cette nouvelle année, qu'elle soit meilleure que la précédente. Pour ce qui est de la Syrie, il faut donc espérer un compromis politique entre le régime de Bachar al-Assad et l'opposition afin de sauver ce pays qui non seulement est à la veille d'une scission entre 2 ou 3 petits morceaux territoriaux, ou bien il est au bord, je dirais, d'une ruine économique, sinon un pays biodégradable grâce à sa géographie.
La communauté internationale, et notamment l'Europe, doivent peser de tout leur poids politique avec le gouvernement israélien pour la création d'un État palestinien viable. À côté d'Israël, le Conseil de sécurité de l'ONU vient de sanctionner et désapprouver à l'unanimité, en dehors de l'abstention des USA, les colonisations de Jérusalem-Est dans les terres palestiniennes. Faut-il souhaiter qu'en 2017, que le gouvernement européen, qui ne l'ont pas encore fait, doivent reconnaître l'État de la Palestine et appuyer l'action de la Palestine à la Cour pénale internationale pour faire respecter les décisions du droit international de l'ONU à Israël. En conclusion, faut-il aussi souhaiter que l'Afrique puisse tendre et évoluer vers des modèles démocratiques d'alternance. Mais les résistances apparaissent au niveau de certains régimes politiques qui refusent l'alternance et peuvent exercer ou rester à vie au pouvoir. La pauvreté, la misère, le sous-développement, l'absence de liberté reste encore le fait de la plupart des pays africains, même si on assiste à quelques progrès en termes d'évolution positif. La croissance du commerce international, au niveau toujours de l'Afrique, a enregistré en 2016 des plus mauvaises performances depuis la crise financière mondiale de 2007-2008. Or, le commerce international, le commerce extérieur a été important et moteur de la croissance de l'économie mondiale, ce qui a contribué à réduire la moitié de la pauvreté depuis 1990, et le ralentissement, je dirais, des échanges commerciaux internationaux risque donc d'avoir des répercussions sur la croissance, le développement. Il reste deux petites phrases. Ce bilan de 2016 se base aussi sur la logique de l'Afrique continue en profondeur, donc une portée stratégique avec le Maroc, et que l'intérêt pour l'Afrique sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI a pris une grande dimension, avec pour objectif de mettre le Maroc comme reconquérir son leadership africain et de continuer à je dirais, efficacement le développement du continent selon une approche coopérative que le roi a le secret gagnant-gagnant. Faut-il espérer que tous nos souhaits au nom des auditeurs de Radio Pluriel Arc-en-Ciel soient exaucés pour 2007 avant d'atterrir pour la fin 2017. Je vous dis à la prochaine. Et je remercie l'ensemble de vos éditeurs de nous avoir supportés. Il n'y a aucun souci, c'est le cas. Juste une chose, j'aimerais bien le préciser à nos auditeurs et auditrices, on sait pertinemment comme quoi notre chroniqueur, pas n'importe lequel, c'est un chroniqueur, c'est un chercheur, c'est une personnalité du monde intellectuel à très haut niveau au Maroc, même à l'international, ni que aussi le vice-président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Je sais très bien que votre intervention de ce jour, c'est en feu d'artifice, parce que si on veut approfondir, on est là pour 2 jours, 3 jours, l'ensemble de ces données. Ma question, c'est le cas, puisque je vous tiens, parce que c'est très important aussi à le signaler aussi, cette question qui m'interpelle depuis un certain temps, et aussi en relation avec l'actualité qui a démarré en 2016, donc qui est en cours à jour en 2017, qui concerne le Royaume du Maroc, notre pays d'origine. Le Royaume du Maroc, ces derniers jours, ça fait 3 mois, traverse une période de non-gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement à ce jour. Il y a toujours des échanges, des attractations entre tel et tel parti politique pour avoir un gouvernement solide. Le Maroc fonctionne sans gouvernement, mais jusqu'à quand? La question principale, est-ce que c'est une discussion, on n'est pas là pour imposer à qui que ce soit, dans l'éventualité que ce gouvernement n'aura pas lieu, il y aura aussi un nouveau vote, retour aux urnes. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas l'occasion tant attendue pour les émireux d'y participer et d'y participer une bonne fois pour toutes, et comme ça, la boucle est bouclée et l'ensemble des Marocains peuvent participer et être animateurs de leur destin. Bien entendu. Très bien, alors je réponds à la question. Le Maroc a toujours l'habitude de fonctionner au diesel. Il n'est pas très rapide dans ces questions, ça prend du temps, mais comme on dit, c'est une bonne chose de consolider ce qu'on appelle ici le Premier ministre, c'est-à-dire le chef du gouvernement sur la Constitution. On ne peut pas négocier avec des opposants pas des opposants, mais des partenaires qui veulent rentrer et qui posent leurs conditions. On n'invite pas quelqu'un chez soi et qui vous impose ce qu'il doit manger. Donc s'il cède
c'est toute la fonction qui tombe. Alors moi, ce que je pense de ce plus de 3 mois, il faut, je pense, une réforme de l'État au niveau constitutionnel, probablement à 2 tours. Ça permettrait aux partis de faire des alliances dans le second tour et de donner une visibilité pour l'ensemble des citoyens, et là, ça sera très clair. Mais il faudrait qu'il y ait cette réforme de l'État au niveau constitutionnel. 2, s'il n'y a pas de solution, pour le moment, ils disent que les partis qui étaient gagnants, on les reconduit. On fait redoubler, en d'autres termes, les 4 partis qui étaient dans l'ancien. Si le RNI revient pour défendre des gens que le chef du gouvernement désigné ne souhaite pas, on va se trouver dans un blocage institutionnel, mais pas une crise politique. C'est clair. C'est dans un cadre, je dirais, de compétition tout à fait normal. À ce moment-là, ce n'est pas des compétences du Premier ministre, mais ça relève de la compétence du roi, du chef de l'État, c'est de redemander éventuellement une seconde élection, refaire les élections dans les plus brefs délais. Ça coûte 600 millions, mais ça sera à l'espagnol. Mais à ce moment-là, ça ne sert à rien, si on le fait en Espagne, s'il n'y a pas de réforme constitutionnelle, et ça demande du temps. 3, c'est très important. Le PJD qui est aujourd'hui gagnant, qui est considéré comme le peuple, il n'a que 15 000, 1 500 000. Et imaginez, nous sommes 40 millions. Et donc là, il faudrait absolument qu'il intègre, et c'est une très bonne occasion, d'intégrer l'ensemble des RME avec toutes les générations et qui peuvent apporter d'immenses leaders. Donc le Maroc n'est pas... il manque de compétences. Et je vous défie aujourd'hui, tous les partis politiques, quand vous regardez les partis politiques, il n'y a pas de grands leaders, il n'y a pas des gens qui ont des doctorats ou des professeurs d'université. Ce sont des gens, des bouscaras. Je suis désolé de dire ça en tant que Marocain. 3e chose, il faudrait élever le seuil électoral à 5% pour que l'ensemble des partis petits, il y en a 43 au Maroc, mais il n'y en a que 7 qui sont parlementaires, et cette année aussi. Donc il y a des partis qui reçoivent la dotation de l'État pour qu'ils puissent exister en tant que partis pour ne pas les financer de l'extérieur, mais ils sont biodégradables. Alors soit ils doivent se rallier, soit il faut élever le seuil d'électoral à 10%, sinon à 8%, mais alors pour éviter l'ensemble des partis. Reste le 3e point, ou peut-être le 4e. 4e point et le dernier, s'il vous plaît. Je vous en prie. Pardon ? Le 4e point et le dernier, s'il vous plaît. Et c'est le dernier. C'est le choix des leaders politiques. Moi, je pense que le Maroc, aujourd'hui, qui a une dimension internationale, a besoin des leaders politiques. Je dirais que le SMIC, comme disait Hassan II, quand on a une langue, on est considéré comme un alphabète. Aujourd'hui, le SMIC, pour pouvoir diriger le continent, il faut avoir un minimum d'un doctorat. Si les partis politiques n'ont pas de doctorat, n'ont pas de professeur d'université, eh bien qu'ils ferment leurs portes. Ils n'ont rien à offrir. L'offre politique, c'est 0. Parce Merci. qu'on est dirigé. Voilà, je vous Merci. remercie. Merci Sylvka, merci par rapport à cette analyse, et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci pour les éditeurs aussi. Au revoir. Au revoir. Thank you.